Bien, j'ai décidé de revenir à nouveau commencer une discussion sur autre chose. Dans un premier temps, Martine Doulard n'est pas si loin, mais je suis très contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu dernièrement. Je n'ai eu que des gifles jusqu'à présent, et je trouve que j'ai été beaucoup giflée par rapport au travail que j'ai fait. Mais nous avons eu des commentaires très élogieux de la part de beaucoup de monde sur l'esthétique, mais sur le fond, finalement, peu de personnes ont réagi. Moi, en fait, je dois dire que j'ai réagi, mais personne n'a su l'entendre. Donc, quand je réagis, personne ne sait l'entendre. Alors, oui, mais je vous en parlerai. Très bien. Alors, j'ai 2 livres, on me l'impose. Patrick Süskind, Le parfum, l'histoire d'un meurtrier, et John Ashbery, Vague. Oui, c'est ça. Alors, nous avons beaucoup travaillé, mais j'ai eu un petit problème. Je ne sais pas pourquoi il y a eu autant d'ennuis. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu autant d'ennuis. Mais nous allons reparler. Oui, oui. Alors, avant de parler de ces livres, parce que finalement je ne parle pas beaucoup des livres, je voulais savoir ce que vous voulez savoir, vous. En fait, moi j'ai réagi sur beaucoup de choses. Je voulais savoir pourquoi on n'a pas pu vous poser plein de questions et pourquoi vous ne répondez pas si bien. C'est quand même la question que je pose, oui. Parce que je ne peux pas répondre tout de suite. Il faut que je réfléchisse beaucoup pour vous répondre. Ma question était simple. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, on l'appelle la nymphe des bois, cette femme pour cueillir des fleurs et pas nous, par exemple? Nous, on sait plus sur les fleurs que vous. Et vous choisissez la nymphe des bois qui n'en sait pas du tout. Alors, on nous a dit quelque chose comme, c'est-à-dire, on doit se rabaisser pour vous dire beaucoup de choses, nous qui savons tellement. Alors que vous n'avez rien comme ces Ukrainiens. C'est ce que je voulais dire aussi. Hein. Oui, par contre, nous acceptons de faire beaucoup de choses que vous ne feriez pas, vous. Ce n'est pas juste de dire ça, monsieur. Ce n'est pas juste de dire ça. C'est-à-dire, vous les faites naître, vous les éduquez comme ça, pour que ça vous arrange. Bon, je suis d'accord, là, je suis d'accord. Nous allons lire le passage, le début, mais il faut qu'on réponde. Et si c'est ça qu'on fait, on fait toujours ça, nous, à tout le monde. Oui, donc vous nous faites payer quoi? Le sacrifice de ces naissances? Est-ce qu'on y veut, nous? Où est la technologie derrière ce sacrifice? Alors, au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance furent épouvantables et tout autre que lui n'aurait pas survécu. Mais Grenouille n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements, et son âme n'avait besoin de rien. Or ce monstre de grenouille, car il s'agissait bel et bien d'un genre de monstre, avait un don, ou plutôt un nez unique au monde, et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le Dieu tout-puissant de l'univers, car qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes. C'est son histoire abominable et drôlatique qui nous est racontée dans Le Parfum, un roman qui, dès sa parution, eut un succès extraordinaire et est devenu très vite un best-seller mondial.
paru dans le livre de poche Le Pigeon, traduit de l'allemand par Bernard Lortolari. Ce livre a été publié grâce à la recommandation de Michel-François Demey. Cet ouvrage est la traduction intégrale publiée pour la première fois en France du livre de langue allemande Das Parfum, Die Geschichte eines Mörders, édité par Diogène Verlag AG Zurich. Au XVIIIe siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnes les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne manqua pas de génie abominable. C'est son histoire qu'il s'agit de raconter ici. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille, et si son nom, à la différence de ceux d'autres scélérats de génie, comme par exemple Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, etc., est aujourd'hui tombé dans l'oubli, ce n'est assurément pas que Grenouille fut moins bouffi d'orgueil, moins ennemi de l'humanité, moins immoral, en un mot, moins impie que ses malfaisants plus illustres, mais c'est que son génie et son unique ambition se bornèrent à un domaine qui ne laisse point de traces dans l'histoire, au royaume évanescent des odeurs. Patrick Süskind, Das Parfum. Oui, c'est une histoire qui a été racontée longuement. Oui, je vais dire que nous avons parlé de ça hier, finalement. Oui. Mais en fait, c'était pas tout à fait ça que je voulais dire. C'est autre chose. Nous n'avons pas réussi à vous faire parler du parfum, mais vous ne pouvez pas parler du parfum dans ce lieu-là, c'est pas possible. Bon, je sais que nous avons beaucoup de choses à regarder très sérieusement, mais pourquoi est-ce qu'on s'arrête tout de suite? Oui, c'est ce que vous faites tout le temps. Vous vous arrêtez tout de suite. Mais c'est normal parce qu'il faut que je me souvienne de quelque chose. Est-ce que vous avez compris ce qui s'était passé? Non. Mais là, j'ai compris quelque chose, oui. Cette façon de lire m'ennuie beaucoup. Vous l'avez lu comme si vous l'aviez lu. C'est pas vrai, vous l'avez pas lu. Premier chapitre. Au XVIIIe siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne manqua pas de génie abominable. C'est son histoire qu'il s'agit de raconter ici. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Et si son nom, à la différence de ceux d'autres scélérats de génie, comme par exemple Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, etc., est aujourd'hui tombé dans l'oubli, ce n'est assurément pas que Grenouille fut moins bouffi d'orgueil, moins ennemi de l'humanité, moins immoral, en un mot, moins impie que ses malfaisants, plus illustres. Mais c'est que son génie et son unique ambition se bornèrent à un domaine qui ne laisse point de traces dans l'histoire, au royaume évanescent des odeurs. À l'époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrière-cours puaient l'urine, les cages d'escalier puaient le bois moisi, et la crotte de rat, les cuisines, le chou pourri et la graisse de mouton, les pièces d'habitation mal aérées puaient la poussière renfermée. Les chambres à coucher puaient les draps graisseux, les courtes pointes moites et le remugle âcre des pots de chambre.
Bon. Patrick Susskind, Le parfum. Histoire d'un meurtrier. Bon. Je trouve que c'était intéressant de lire ça. Bon. Donc j'ai accepté. Par contre, c'est bien dit, c'est bien lu. C'est bien lu. Je vais lire vague de la même manière, vous allez voir. Je sais faire. Donc, oui, alors pour revenir sur ces odeurs qui peuvent saisir notre nez à la limite, c'est comme la pensée qui est accaparée. Est-ce que c'est la même chose pour vous, monsieur Doulard? Il faut m'appeler Martine, oui. Vous avez vu, nous trouvons des moments où vos pensées ont été accaparées. Complètement accaparées par quelque chose. Étiez-vous tourmenté par quelque chose? Parfois. Je sais pas, il y avait un temps où on aurait dit que l'établi, le bois ne vous intéressait plus, que vous n'étiez plus concentré sur votre travail. Oui, ça m'a intéressé, oui. De savoir ça aussi. En fait, on est tous pareils. Oui, mais là, oui, c'est vrai. Oui, mais dans votre travail, oui. En fait, ça m'a beaucoup intéressé d'entendre ça. On l'appelle le point d'accroche, nous. Il y en a eu. Il y en a eu. C'est sûr. C'est difficile de continuer après vos vidéos quand ça arrive. Ça peut vous arriver, donc vous avez éteint la caméra et puis ça y a quelque chose qui arrive et vous devez rallumer quand même. Pourquoi est-ce que, par exemple, vous ne décidez pas, c'est râpé pour aujourd'hui, tant pis, je reprendrai demain, quoi. Pourquoi est-ce que ça se décide pas comme ça? Ça se décide pas parce que... non, parce que j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de voir la journée. Oui, de voir comment je me débrouille dans une journée, ce qui se passe, que parfois, effectivement, c'est très ennuyant, que parfois, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je fais juste mon travail. Et vous savez que je fais mon travail. Je ne fais pas plus que mon travail. Oui, je travaille sur le toit, par exemple. Je ne fais pas plus que ça. Ça, vous le savez. Oui, mais on a le temps, c'est comme le temps du récit, le temps de la vidéo. Oui, c'est vrai, il y a des coupes, il y a des... Oui, c'est vrai. Je bois un peu de thé, vous buvez du thé, on vous a posé la question. Oui, oui. Nous, c'est du thé Lipton, du thé noir. Vous buvez quel thé? Nous, on n'a pas du thé Lipton, on prend des infusions. Ah! Et vous êtes à quoi? Nous, verveine. Verveine? Oui. Oui, on boit de la verveine. Ah bon, ça. Mais vous avez déjà bu de la gentiane? Non, non, la gentiane, c'est terrible. C'est affreux. Je me souviens d'une gentiane que j'ai dû boire. Je sais pas le dosage. C'est une poignée de main pour une tasse, mais je sais pas, mais c'était affreux. Tellement c'est amer. Oui. Mais on en boit de gorgées, c'est pas possible. Mais oui, mais nous en fait, non, vous avez acheté, oui, nous on a acheté la vie des montagnes, mais évidemment, chez les frères Roth. Mais nous on n'appelle pas ça, on dit les Halles, à Cernay, oui. Et donc on a acheté des boîtes jaunes, les fameuses boîtes jaunes, oui, qui sont, oui, ils les changent de place dans un carrousel et puis il faut tourner. C'est pas toujours ça. Ah bon? Oui, c'est ça. Oui, c'est pas toujours comme ça. Oui. Parfois, c'est juste empilé. Et voilà. Non, oui. Ce sont des étagères, quoi. Oui. Je retiens sur les Halles de Cernay, les olives sont très bonnes chez eux. Oui, c'est vrai. Bon, ils ont des bons produits, c'est sûr, hein. C'est sûr. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous, on a les produits que tout le monde peut aimer. Hein. Ah oui, on trouve toujours quelque chose hein, à acheter. Oui, c'est vrai. Ils ont de la semoule qui est pas mauvaise. Bon, ça va, c'est la semoule qui réussit les crêpes, les fameuses crêpes. Oui, voilà.
Vous savez, la Pfannkuchen, la crêpe épaisse. Oui, c'est ça. Mais, oui, c'est vrai. Nous, à la Halle, au Halles, nous avons Jean-Luc Reitzer. Nous le connaissons très bien. On le connaît un peu, mais pas tout à fait. Par contre, l'herbier des montagnes, c'est un herbier très important. Je pense que les épices, c'est aussi tout aussi important. Oui, c'est vrai. Effectivement. Effectivement, oui, oui. Mais si vous avez vos épices, vous les avez vraiment, c'est-à-dire c'est vous qui les produisez. Ah non, alors pour l'herbier, ils vont les ramasser. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai. Mais par contre, on a plus de parfum avec les épices. C'est vrai. C'est vrai, oui, oui, tout à fait. Oui. Il y a du parfum, c'est sûr. Il y a du goût, c'est sûr. Oui, il y a du parfum. Exactement. Et oui, parce que les épices sont très, très demandées chez nous en ce moment. Hein, et quelle épice, par exemple? Beaucoup de poivre. Ouais. Est-ce qu'il vous demande du chili, par exemple? Certainement pas. Nous, on n'en fait pas. Du piment. Bon. Mais le piment qu'on a, c'est un piment quelque chose. Vous savez que nous, on a utilisé dernièrement du clou de girofle en poudre. Hein? Oui. Vous savez que ça remplace bien l'oignon, je trouve. Quand on n'a pas d'oignon, on prend la poudre de clou de girofle. Ah bon? Ça rehausse le plat. Je trouve ça pas mal du tout. Après, il y en a qui sont complètement réfractaires à l'odeur au parfum du clou de girofle. Oui, ça c'est pas faux. Vous savez que le clou de girofle, nous disait le valet de Casanova, c'était pour la laine. Il devait mâcher du clou de girofle. Ah bon? Pas une meilleure haleine. En fait, oui, c'est ça. Oui, oui. Mais oui, c'est vrai. En fait, oui, pour les dents, oui, oui, tout à fait. Oui, les épices peuvent être aussi dans l'homéopathie. Oui, c'est ça. Dans une manière de se soigner un peu. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais c'est pareil pour les tisanes. Oui, oui, c'est sûr, hein. C'est sûr, oui, tout à fait. Il y a cette façon de vouloir se soigner sans la chimie. Oui, oui, exactement. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est ce que je voulais dire. En ce qui concerne l'herbier des montagnes, on en parlera plus tard. Vous avez quelque chose qui marche plus? Oui. La camomille, par exemple, pour nous. Ah non. Mais si, ça marche très bien. La camomille. Moi, j'en ai... Ça ressemble à des pâquerettes, hein, finalement. Oui, ça, c'est pas fou. Oui, j'en ai bu. C'est affreux. Moi qui suis au thé noir, j'ai dit, moi, les infusions, j'avais du mal. Mais, moi, c'est pareil. Bon, je dois dire que le tilleul, c'est pas mal du tout en infusion. Moi, ça me va bien, le tilleul, par exemple. Moi, c'est pareil. Ça va. Le tilleul, ça va. Mais alors, la camomille, j'ai dit, pareil, 2 gorgées, pas possible. Oui. mais oui. Parce que eux, ils disaient le millepertuis. Oui, le millepertuis. Le millepertuis, il paraît que c'est un antidépresseur. Alors là, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est un antidépresseur. Alors moi, je me suis par curiosité, j'en ai pas besoin évidemment. Par curiosité, j'ai dit ça a le goût de quoi? On n'en trouve pas. Mais si on en trouve. Nous, on a du millepertuis. On en trouve. Mais c'est-à-dire, c'est pas tout à fait ça. Oui, oui. Mais pour dormir, on n'a pas besoin de la camomille. Ils disent que la camomille, c'est pour dormir. Ouais. Ouais. Moi, je dis que j'ai constaté, hein, je dis, il faut voir avec un chimiste. Bon, moi, c'est l'ibuprofène, oui. Bon. J'ai constaté que l'ibuprofène, bon, c'est comme nous à l'époque, enfin à l'époque, on n'est pas si vieux, mais il faut pas dire ça. Non, mais quand on était enfant, on nous donnait une cuillère à soupe d'huile d'olive. L'huile d'olive, mais alors, c'était la pharmacopée. C'était tout à l'huile d'olive. Genre, massage quand on avait des courbatures à l'huile d'olive. C'était tout à l'huile d'olive. Problème gastrique, l'huile d'olive, tout.
c'était l'huile quelque chose. Et on faisait pareil. Et ben c'était l'huile d'olive. Et en prévention, l'huile d'olive. Il vaut mieux prendre une cuillère d'huile d'olive et pour être en bonne santé. Bon, ça c'était des choses comme ça. Et moi, l'ibuprofène, je dis la même chose, dans le sens, je me dis, vous prenez 2 ibuprofène, ils ont peur d'en prendre 2, ces gens-là, mais il y a pas de problème, on prend 2. 3, c'est vrai, c'est un peu trop, je trouve. Mais bon, c'est pas si grave, hein. C'est pas si grave. 3, c'est vrai, ne prenez pas la voiture, je trouve. Ça, c'est vrai. Ouais, 3 c'est trop. Pour une femme, c'est trop. Mais ça dépend. Il faut vraiment doser. Mais je trouve que l'ibuprofène, pour dormir, enfin, ça vous fait pas dormir. Je sais pas, mais vous avez pris de l'ibuprofène. Alors, on sait pas s'il n'y a pas une douleur imperceptible, comment on pourrait dire, oui, qui ferait qu'on dort pas, on ne dort pas. Vous savez, c'est un peu ces choses-là qu'on étudie, nous, beaucoup. Et alors, vous prenez l'ibuprofène et vous dormez. Mieux, je trouve. On dort après. Mais on dort, pas tout de suite. Je veux dire, bah bon, après, on dort. Alors, il y a un effet placebo, pourquoi pas. Mais bon. Bon, voilà. Je voulais dire, pour revenir au parfum, oui, c'était très intéressant ce qui a été dit. Oui, c'est ça. Le parfum, c'est pas bête comme livre, mais ça l'est devenu, j'ai trouvé après. C'est pas comme ça qu'on a vu les choses. Voilà. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc dans mon travail, oui, il m'est arrivé d'avoir des moments de flottement. Ces moments de flottement, tout le monde les vit. Oui, effectivement. Oui. Il nous arrive à recommander un talon jaune. On le vit le flottement. Oui. Vous vous rendez compte? On doit absolument aller à un endroit. On ouvre la boîte aux lettres, on a le talon jaune. Je vous assure, vous êtes vite à l'endroit, on dit tiens, je suis arrivé à l'endroit. Ça c'est pas faux, pensez au talon jaune. Qui est-ce qui a écrit Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Mais ben oui, c'est ça. Oui. Oui. En ce qui nous concerne, c'est le talon jaune qui nous a eu au début. Parce que, à chaque fois de recevoir des talons jaunes, c'était affreux pour moi. Toujours des talons jaunes. Pourquoi? Ben, c'est la seule façon de faire, hein, chez nous. Hein. Mais c'est vrai que on a eu un grave problème, nous, de pas savoir pourquoi des courriers fonctionnaient pas chez nous. Et vous dites, votre livre, ça n'allait pas. Ouais, mais ça marchait pas de cette façon-là, c'est-à-dire ça n'a pas été compris de cette façon-là. Comme ça a été lu, ça va. Mais ça n'a pas été compris de cette façon-là. Vous savez, quand on a lu un passage, mais évidemment, où est-ce qu'ils sont? Quand on a lu un passage, on a tout de suite pensé aux joueurs de flûte de Hamelin. Ah. Au Moyen-Âge. Oui. Pourquoi pas? Bon, mais le parfum, c'est pas quelque chose de grave, sinon. Le parfum, c'est pas quelque chose de grave, sinon. Si on n'a pas le parfum. C'est difficile, le parfum, je vous assure. Bon, le parfum, je veux dire, évidemment, on peut pas approcher le parfum de cette façon-là, hein, bien sûr. Hein. Oui, tout à fait. Par contre, il y a quelque chose que nous avons vu, c'est cette façon qu'a le Turc de tendre la main, de montrer la main. Donc c'est la paume de main, les doigts légèrement écartés, et la main n'est pas molle, elle n'est pas tenue, si vous voulez, elle n'est pas contractée, elle n'est pas contractée, elle n'est pas trop tenue, elle est plus dans le relâchement. Oui. Et à un moment, il y a le relâchement du corps qu'on voit, on dit tiens, il fait le mouvement, l'instant de flottement, ça s'appelle pas comme ça, l'instant de je ne veux pas encaisser ce qu'on me dit après. Je ne veux pas entendre ce qu'on me dit après. Et eux, ils disent, je ne suis plus ici. Je suis là. Oui, c'est vrai.
Casse mon manteau, mets tout sur mon dos, sors le fagot et arrache les cheveux, les cheveux, les chevaux, les chevaux, les chevaux. Mon pari d'avant l'ennui me suit jusqu'à là, jusqu'ici, jusqu'ici, ici, là, Gaspésie. Oui. Oui. Mais mon pari d'avant l'ennui me suit. Ça, c'est ce qu'elle chante, elle. Mon pari d'avant l'ennui me suit. Oh, à la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Et il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Pirouette, cacahuète, pirouette, cacahuète. C'est bien. Oui. C'est-à-dire, c'est du grec plutôt? Non. Ça chante comme ça en Grèce antique? Non, pas comme ça. Non, non. C'est un instrument avant? Peut-être. Peut-être. Bien. Donc moi je vois mon thé noir, hein, Lipton. Vous pensez que votre Lipton, qui vient de temps en temps, lit John Ashbery vague? Je pense que oui. Ah, je pense que oui. On choisit un... Oh, n'importe. Tiens, ça lance cassé. C'est parfait. Alors, Nigel... Eh bien... Hein? Alors, je vous laisse lire. Tasse à lance cassée. Prenez le micro. De telles variations dans ce qui n'est pourtant qu'un patelin minuscule, une part de moi frivole, une part volontairement grossière, et une part encore qui manque involontairement d'égard, pudeur et fausse pudeur, marche main dans la main, comme sœurs jumelles. Mais il y a aussi des choses plus abstraites, au rôle plus important, les répétitions intenses, staccato, de n'importe quoi. Vous ne savez pas? Et nous non plus. De là, seul un bond énorme mais nécessaire permet d'atteindre les conditionnements plus subtilement conceptuels, l'opinion qu'on a de soi-même moulée dans l'emballage plastique de l'idée, vraie ou fausse, que nous nous faisons des autres, la raison que nous ne pouvons jamais être nous-mêmes. Tasse à lance cassée, John Ashbery, vague. Vogue.